Réfléchis honnêtement à ceci, que se passe-t-il pour beaucoup d'hommes après le mariage? Le cercle d'amis rétrécit, ou disparaît. Les passions? Elles deviennent égoïstes, sauf si elles servent la famille. Le temps libre? Il se transforme doucement en gestion du foyer, en obligation familiale. L'argent? Ce n'est plus « mon argent », mais « notre argent », souvent géré par madame. Mais attention, tout cela n'est pas un accident. C'est un mécanisme bien huilé. Les femmes comprennent naturellement une chose. Plus un homme a peu d'options en dehors du foyer, plus il va consacrer de ressources, de temps et d'énergie à maintenir la relation. Alors, petit à petit, à travers de petites décisions, sa vie autonome se démonte. Jusqu'à ce qu'il se retrouve piégé psychologiquement et financièrement. Et le plus ingénieux, c'est que le système utilise les valeurs les plus nobles de l'homme contre lui. Son envie d'être un bon mari, un père présent, un pilier fiable. Ses qualités deviennent peu à peu ses chaînes. Il coopère lui-même à sa propre mise en cage. Parce que résister, ça lui semblerait égoïste, voire irresponsable. Carl Jung a écrit « La chose la plus terrifiante, c'est d'accepter complètement qui l'on est. » Mais pour beaucoup d'hommes mariés, ce qui fait vraiment peur, c'est de réaliser à quel point ils ont été domestiqués. Regarde le vocabulaire. La boule au pied, se faire passer la corde au cou, le grand plongeon. Même dans nos expressions les plus anodines, on sent cette intuition collective. Le mariage, ce n'est pas forcément une liberté gagnée, mais plutôt une liberté troquée. Et là, ça devient vraiment sombre. Parce que ce système ne se contente pas d'exploiter les hommes. Il est conçu pour qu'ils en soient reconnaissants. Tu connais l'expression « femme heureuse, vie heureuse » ? Ce n'est pas un simple dicton de grand-mère. C'est une programmation mentale subtile, qui apprend aux hommes à mettre les émotions de leur compagne au-dessus de leurs propres besoins, leurs désirs, leur bien-être. Et à force, un déséquilibre s'installe. Le bonheur de l'un devient la priorité, pendant que celui de l'autre devient conditionnel. Ce n'est plus une équipe, c'est une forme de servitude bien emballée. Puis, tout doucement, la dynamique s'inverse. Les rapports intimes deviennent une récompense pour bon comportement, plutôt qu'une véritable expression du désir. Les passions partagées? Écartées, à moins qu'elles ne servent le cadre familial. Les demandes augmentent, pendant que la bienveillance diminue. La femme qui, au départ, faisait tout pour plaire, devient celle qui attend qu'on la satisfasse. Et non, ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est un programme biologique ancien, inscrit dans notre évolution. Les femmes sont câblées pour sécuriser des ressources, obtenir un engagement. Puis optimiser ce cadre pour en tirer un maximum de bénéfices. Et l'homme qui ne comprend pas cette mécanique finit souvent par en devenir la victime. Voilà une vérité difficile à entendre, mais essentielle. L'amour de ta femme est conditionnel. Il dépend de ce que tu apportes, pas de qui tu es profondément. Dès que tu ne représentes plus une valeur que ce soit à cause d'une perte de revenus, d'un souci de santé, ou même simplement parce que tu es devenu trop familier, cet amour peut commencer à se dissiper. Les statistiques sur le divorce le prouvent. Dans 70 à 80% des cas, ce sont les femmes qui prennent l'initiative. Et ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont malheureuses. C'est souvent parce qu'elles peuvent avoir mieux ailleurs. Ou qu'elles ont déjà tiré tout ce qu'elles pouvaient de la relation. Et le système judiciaire ne fait que sceller l'exploitation. Pension alimentaire, garde partagée, partage des biens. L'homme continue de payer pour un foyer auquel il n'a plus accès. Et dont il ne tire plus de bénéfices. Mais là où tout devient vraiment sournois, c'est sur le plan psychologique. Le mariage moderne ne se contente pas d'exploiter financièrement l'homme. Il détruit peu à peu son identité. Il apprend à l'homme que ses pensées, ses émotions, ses besoins comptent moins que le maintien de la paix dans le foyer. Son rôle devient réactif, il n'initie plus rien. Il est là pour résoudre des problèmes, calmer des tensions,
absorber des frustrations. C'est ce que les psychologues appellent l'impuissance acquise. À force d'être confronté à des tensions qu'il ne peut pas contrôler, il cesse même d'essayer de s'en libérer. Et même quand la sortie est là, il ne la voit plus. Il n'affirme plus ses besoins. Il a appris que chaque tentative de résistance n'apporte que des conflits supplémentaires. Alors il s'adapte, jusqu'à développer ce qu'on pourrait appeler un syndrome de Stockholm domestique. Il finit par adopter les objectifs de sa partenaire. Et même à défendre le système qu'il use. Il se convainc que sacrifice égale amour. Que son inconfort est une preuve d'égoïsme. Et que, les vrais hommes, mettent toujours leur famille en premier. Peu importe le prix personnel. Et le plus rusé dans tout ça, c'est que la société entière renforce ce conditionnement. Les médias glorifient l'homme de famille qui se sacrifie pour sa femme et ses enfants. La religion enseigne que le don de soi est une vertu. Et que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Jusqu'au sacrifice total. Même les autres hommes participent à cette illusion. Car reconnaître la réalité, ce serait admettre leur propre défaite intérieure. Alors ils perpétuent le mythe du mariage comme un partenariat. Tout en vivant une réalité de servitude masquée. Si tout ce qu'on vient de dire te met un peu mal à l'aise, c'est peut-être parce que ça résonne juste. Et si tu ressens ça, alors je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner. Car plus on est nombreux à en parler, plus on permet à d'autres hommes d'ouvrir les yeux. Sur ces dynamiques psychologiques qui façonnent nos relations. Ce n'est pas que les femmes exploitent consciemment ce système. Le vrai drame, c'est que les hommes ne sont pas préparés à ces règles du jeu. On leur apprend à être des protecteurs, des pourvoyeurs. Mais jamais à se protéger eux-mêmes. De ceux-là même pour qui ils donnent tout. Voici une vérité que personne ne dit aux jeunes hommes. Le jour où tu fais d'une femme ta source principale de bonheur, de validation, et de sens. Tu as déjà perdu. Tu as remis les clés de ton bien-être à une personne dont le programme biologique lui dit de prioriser ses besoins, et pas les tiens. Et attention, ça ne veut pas dire que les femmes sont mauvaises. Ça veut simplement dire qu'elles sont féminines. Leur comportement suit des schémas anciens et prévisibles. Parce que ces schémas ont fonctionné pendant des millions d'années d'évolution. Les femmes qui savaient sécuriser des ressources avaient plus de chances de transmettre leur ADN. Mais cette évolution n'a jamais eu pour but de prendre soin de la santé mentale des hommes. Elle a été conçue pour assurer la survie et la reproduction. Aujourd'hui, le mariage moderne offre aux femmes des outils juridiques et sociaux qui leur permettent de poursuivre ces objectifs avec une efficacité sans précédent. Alors, l'homme qui comprend ça cesse de prendre les choses personnellement et commence à réagir stratégiquement. Il comprend que le mariage moderne n'est pas basé sur l'amour, mais sur le rapport de force. Et dans toute relation, celui qui a le plus d'options a le plus de pouvoir. Schopenhauer disait: toute satisfaction, ou ce qu'on appelle communément le bonheur, est toujours négative, jamais vraiment positive. Ce qu'il voulait dire, c'est que la véritable paix intérieure ne vient pas d'obtenir ce qu'on veut des autres, mais de ne plus avoir besoin d'eux pour se sentir entier. Et ça détruit totalement le mythe du mariage moderne. Celui qui prétend que le bonheur se construit à deux, autour d'objectifs communs. Mais l'homme qui a besoin du mariage pour se sentir épanoui a déjà abandonné son pouvoir. Tandis que celui qui voit le mariage comme un choix, non une nécessité, garde sa souveraineté intérieure. Là où beaucoup d'hommes font une erreur fatale, c'est qu'ils pensent pouvoir négocier ces dynamiques. Ils croient qu'en étant un meilleur mari, plus communicatif, plus séduisant, plus généreux, ils vont rééquilibrer le rapport de force. Mais ça, c'est comme essayer de négocier avec la gravité. Tu ne traites pas avec des décisions conscientes, mais avec des impulsions biologiques profondes, souvent inconscientes. Les femmes ne choisissent pas de vouloir optimiser leur relation. Tout comme les hommes ne choisissent pas de préférer les femmes jeunes et fertiles. C'est évolutif,
instinctif, programmé. Et donc, la seule vraie stratégie gagnante, c'est de refuser de jouer à un jeu dont les règles assurent ta défaite. Voilà un secret sombre, que beaucoup d'hommes à succès comprennent, mais que peu osent avouer. Le jour où tu deviens indispensable au confort de vie d'une femme, tu deviens remplaçable comme personne. À partir du moment où tu deviens indispensable à son mode de vie, elle ne te voit plus comme un individu avec des besoins, des désirs, des rêves. Tu deviens une fonction, fournisseur, protecteur, réparateur. Et aussi, éponge émotionnelle. Ce genre de relation ressemble peut-être à un mariage de l'extérieur. Mais en réalité, c'est une forme de servitude sophistiquée. Avec, de temps en temps, quelques bénéfices sexuels. L'homme, lui, apporte son travail, son énergie, ses ressources. La femme, de son côté, gère le foyer et contrôle l'accès à l'affection. C'est un modèle efficace, peut-être. Mais ce n'est pas un partenariat. Et le coût psychologique de cet accord est immense. C'est pour cela que beaucoup d'hommes mariés meurent plus jeunes, souffrent de dépression, et donnent l'impression d'être devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne souffrent pas juste du stress du quotidien. Ils souffrent d'une exploitation psychologique chronique, camouflée sous l'étiquette de l'amour. Mais la société ne veut pas voir cette réalité. Parce que tout notre système économique repose sur la volonté des hommes de sacrifier leur épanouissement personnel au nom de la famille. Un homme qui met son bonheur personnel au-dessus de ses devoirs familiaux, il devient une menace pour un ordre social qui ne tient debout que grâce au sacrifice masculin. C'est pour ça que les hommes qui osent questionner le mariage se font taxer d'égoïstes, d'immatures, ou de phobiques de l'engagement. Le système ne supporte pas l'analyse honnête. Alors il utilise la honte et la pression sociale pour empêcher les hommes de réfléchir à ce qu'ils sont réellement en train d'accepter. Et c'est là que la philosophie de Schopenhauer devient une vraie révolution. Le meilleur moyen de ne pas être très malheureux, c'est de ne pas s'attendre à être très heureux. Appliqué aux relations, ça veut dire: ne t'attends pas à ce que le mariage t'apporte bonheur, épanouissement ou amour inconditionnel. Quand tu retires ces attentes, tu retires aussi la déception qui détruit le bien-être mental de tant d'hommes. Tu commences alors à évaluer le mariage comme un contrat. Quels sont les termes, les coûts, les bénéfices? Et surtout, est-ce que cet échange est vraiment dans mon intérêt, à long terme? Mais la majorité des hommes ne se posent jamais ces questions. Parce qu'on les a conditionnés à croire que l'amour dépasse toutes les considérations pratiques. Mais voilà la vérité. L'amour s'efface. Les émotions changent. Les besoins évoluent. Et pourtant, le contrat du mariage, lui, reste contraignant peu importe ce que tu ressens. L'homme qui aborde les relations stratégiquement, et non émotionnellement, garde son pouvoir tout au long de l'interaction. Il ne sacrifie pas son indépendance en espérant obtenir de la loyauté en retour. Il ne s'efface pas, dans l'attente d'une reconnaissance qui ne viendra pas. Et surtout, il ne fait pas de quelqu'un d'autre le garant de son bonheur, pour ensuite lui en vouloir quand elle n'est pas à la hauteur. Ce genre de lucidité exige ce que Schopenhauer appelait l'art de ne pas se laisser duper. Tu dois apprendre à faire la différence entre ce que les femmes disent vouloir et ce à quoi elles réagissent vraiment. Elles affirment vouloir des hommes sensibles, disponibles, à l'écoute. Mais dans les faits, elles récompensent souvent ceux qui restent focus sur leur propre mission et qui gardent une indépendance émotionnelle. Observe les dynamiques dans ton entourage. Tu verras vite que l'homme qui est toujours disponible est pris pour acquis. Celui qui est parfois occupé, parce qu'il a des choses importantes à faire, est celui qu'on poursuit. L'homme qui cherche l'approbation d'une femme pour prendre ses décisions, perd son respect. Celui qui prend ses propres décisions et l'invite à le suivre, maintient son intérêt. Et attention, ce n'est pas de la manipulation consciente de la part des femmes. Elles croient sincèrement vouloir ce qu'elles disent vouloir.
Mais leur programmation inconsciente réagit à des signaux totalement différents. Elles sont attirées par la force, stimulées par l'indépendance. Et s'ennuient face à la prévisibilité. Pourtant, elles vont parfois reprocher à un homme d'incarner ces qualités. Quand elles ne servent pas leurs besoins émotionnels immédiats. L'homme moderne doit apprendre à naviguer dans cette contradiction. En comprenant que les désirs conscients d'une femme sont souvent en conflit avec son instinct biologique. Tu ne peux pas te fier à ce qu'elle dit vouloir. Tu dois observer ce qui, en pratique, génère attirance et respect. L'homme lucide construit une vie si riche et passionnante que la relation devient un bonus, et non une nécessité. Il poursuit des objectifs tellement prenants qu'il ne dépend pas d'une relation pour donner du sens à son existence. Il est tellement à l'aise avec la solitude que toute forme de compagnie doit réellement apporter de la valeur, et non simplement combler un vide émotionnel. Et cette indépendance psychologique, elle est profondément attractive. Précisément parce qu'elle est rare. La plupart des hommes, eux, sont affamés de validation et de connexion. Ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition pour les obtenir. Mais l'homme qui n'a besoin de rien des autres devient magnétiquement attirant. Car le principe de rareté agit sans pitié dans la séduction. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, et toujours accommodant, tu envoies un signal clair. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas d'option. Et inconsciemment, la programmation féminine interprète ça comme un manque de force génétique et une absence de pertinence sociale. Peu importe à quel point elle dit apprécier tes efforts. Son mécanisme d'attraction inconscient se coupe face à ton besoin. Regarde le fonctionnement de la séduction aujourd'hui. Les hommes qui galèrent le plus, ce sont ceux qui placent la femme au centre de leur univers dès le premier rendez-vous. Ils répondent immédiatement au message. Ils acceptent tous les plans. Ils modifient leur emploi du temps sans même qu'on le leur demande. Ils montrent par tous leurs gestes que cette femme est leur priorité absolue. Mais ce comportement déclenche une alerte biologique dans la tête des femmes. Pourquoi est-il aussi disponible? Pourquoi personne d'autre ne se bat pour lui? Pourquoi n'a-t-il rien de plus important à faire que de me plaire? À l'inverse, les hommes qui provoquent une attirance obsessionnelle, ce sont ceux pour qui la séduction est juste un aspect parmi d'autres. Dans une vie déjà épanouie, ils ont une mission qui compte plus que n'importe quelle femme. Ils ont des standards, qu'ils maintiennent malgré la pression sociale. Ils ont des limites, qu'ils font respecter, même si ça crée des tensions temporaires. Et ce n'est pas un choix rationnel de la femme d'être attirée par ça. C'est sa biologie qui choisit pour elle. Elle se surprend à penser à cet homme qui ne répond pas toujours tout de suite. À se demander ce qu'il fait quand il n'est pas disponible. Et à faire des efforts pour obtenir une attention qui ne lui est pas offerte par défaut.